Marche. Bonjour à tous et toutes. Je vous remercie d'être là pour cette table ronde. J'ai le plaisir d'être accompagné par quatre personnes qui vont apporter leur témoignage sur le doctorat et l'emploi des docteurs en entreprise. Juste avant, je voulais faire une petite introduction. Donc, je m'appelle Mathieu Nivon, je travaille pour l'Université de Lyon et je m'occupe en fait de faire le pont entre les entreprises et l'université, à la fois pour monter des thèses et pour aider au recrutement des docteurs. C'est à ce titre qu'on m'a demandé d'animer cette table ronde. L'important, c'est plutôt ce que mes invités ont à dire plutôt que ce que moi j'ai à raconter. Juste pour que vous ayez une idée, l'Université de Lyon, c'est 5400 doctorants et 1000 docteurs chaque année. Ce qui veut dire quand même qu'on a un vivier très important pour les entreprises et que nous, on déploie un certain nombre d'actions pour à la fois vous aider, vous... La table ronde docteur en entreprise... Je crois qu'on a un peu d'avance. Mathieu Nivon va commencer en salle de conférence. C'est pas grave. Voilà, du coup, on met des actions en place, à la fois pour vous accompagner pendant la thèse, notamment sur le fait de monter en compétences et de mieux connaître les emplois après la thèse, et puis des actions auprès des entreprises, à la fois pour leur faire comprendre quelles sont vos compétences, et puis pour les accompagner pour éditer des offres d'emploi ou recruter à travers des forums de recrutement spécialisés. Donc l'objet de la table ronde du jour, c'est en fait 4 docteurs qui aujourd'hui ont des métiers complètement différents et qui sont là pour vous raconter comment ils en sont arrivés là et ce qu'ils font aujourd'hui. L'objectif étant de vous montrer qu'avec un doctorat, en fait, on peut faire beaucoup de choses, une diversité de métiers qui est importante et que vous, a priori, ne soupçonnez pas. L'objectif étant donc de vous faire découvrir ces métiers et de voir si peut-être certaines voies vous intéresseraient plus que d'autres. Du coup, la table ronde va fonctionner en fait sur une toute première partie qui va être que chacun des invités va se présenter rapidement. Et puis ensuite, surtout, on va essayer de répondre à vos questions à vous. Moi, les questions, les miennes, c'est pas très intéressant. C'est vraiment les questions que vous posez. Donc une fois qu'on aura fait un premier tour, moi, je vous passerai le micro et ce sera à vous de poser les questions qui vous intéressent. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la petite présentation. Chacun, du coup, a quelques minutes pour présenter à la fois son parcours et puis son poste actuel et sa société. Alors pour certains, dont Julien, c'est à la fois le métier et la société créée par lui-même, avec d'autres associés. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on commence par Céline. Donc en fait, Céline Bonnet est responsable marketing au sein du groupe Merck. Et elle a fait une thèse en cancérologie. Donc vas-y Céline. Voilà, donc bonjour à tous. Donc Céline Bonnet. Donc j'ai effectivement fait une thèse. Donc je suis docteur en biologie et j'ai passé ma thèse au centre Lyon-Bérard, donc pas très loin d'ici, il y a 8 ans. Donc presque 9 maintenant même, ça fait loin. Et suite à ma thèse, en fait, j'ai fait le choix de quitter la recherche publique pour m'orienter vers le privé. Les opportunités étant ce qu'elles sont, je suis rentrée en tant que technico-commerciale chez Merck, à l'époque, sur le sud-est de la France, donc à démarcher les clients, en me disant je tente ma chance, je vais voir si ça me plaît, puisque là, il y a de l'emploi. Et si ça me plaît, je resterai. Si ça me plaît pas, ce sera encore temps de faire un postdoc ou autre chose derrière. Voilà, puisque j'avais plutôt pour volonté de partir du public. Au bout d'un an, j'ai été promue responsable des ventes France sur la gamme des produits chimiques. Donc j'ai changé de gamme, de spécialité complètement. Ça m'a permis d'apprendre d'autres choses, de découvrir une autre gamme. Et ce qui était important pour moi, c'est que du coup, je gardais en tête le background technique que j'avais, puisque je discutais avec les clients de leurs projets, et je leur proposais des produits qui étaient en adéquation avec ce dont ils avaient besoin, en apportant mon expertise technique. Donc c'est dans ce cadre-là que le docteur m'a beaucoup apporté à cette époque-là. Et ensuite, au bout de 3 ans là-dessus, j'ai encore changé de poste, puisque je suis dans une grosse boîte, je suis chez Merck, donc il y a pas mal d'opportunités qui découlent des réorganisations, des fusions, voilà, il se passe plein de choses. Donc je suis passée responsable des ventes distribution, et là depuis 2 ans, maintenant je suis responsable marketing Europe pour notre réseau de distributeurs.
Donc je ne suis plus en contact avec les clients au quotidien, je fais plus de porte-à-porte, tout ça, ça fait longtemps que c'est terminé. Par contre, j'ai une équipe de 6 personnes qui est basée en Allemagne, avec lesquelles je développe des plans d'action marketing pour nos distributeurs. Donc dans les grandes lignes, en quoi ça consiste? Simplement à comprendre bien techniquement notre portfolio produit et à le présenter de sorte à ce qu'il intéresse nos clients, donc les chercheurs au laboratoire, à la fois dans le public ou dans le privé, en fonction des secteurs et des applications. Voilà. Merci Céline. Constance, si tu veux bien continuer. Donc Constance Robins, qui est en fait responsable R&D chez Robatel Industries. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. C'est la première fois que je témoigne en tant que docteur, donc c'est assez intéressant. Moi, je suis docteur depuis le mois d'avril, donc c'est vraiment super récent. J'ai fait une thèse à l'INSA de Lyon dans les matériaux silicone, parce qu'en fait, au début, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait la prépa, les concours, l'école d'ingé de chimie de Clermont-Ferrand. S'il y a des Clermontois. Et en fait, pendant ces études, je me suis rendu compte que la chimie, c'était bien, mais les matériaux, c'était super cool. Et donc, j'ai voulu faire mes stages dans les matériaux, et j'ai adoré ça. J'ai pu faire un peu de laboratoire dans une université, j'ai pu faire un peu d'entreprise, et je me suis rendu compte que le public, c'était pas ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment la R&D en entreprise dans les matériaux. Donc, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai cherché ça. Et c'était pas aussi simple que prévu. Voilà, on ne trouve pas forcément un emploi tout de suite. Et en me renseignant un peu, je me suis rendu compte que les entreprises, elles voulaient soit quelqu'un qui avait de l'expérience, soit quelqu'un qui avait un doctorat. J'avais ni l'un ni l'autre. Et a priori, ce qu'on me proposait le plus, c'était un doctorat. Donc en fait, je suis partie pour faire une thèse dans les matériaux. C'était pas prévu au départ. Mais en fait, pour moi, ça a été très payant. Puisque dès que j'ai eu mon doctorat, les propositions d'entretien puis d'embauche ont été beaucoup plus importantes. Parce que dès qu'on est docteur, on gagne une certaine légitimité pour faire de la R&D. Il y a des compétences qui sont vraiment importantes, le fait de faire des recherches bibliographiques très poussées, des capacités rédactionnelles et scientifiques, des présentations orales, que ce soit dans des congrès ou autres, un recul aussi de 3 ans sur le monde de la recherche. Tout ça, c'est des compétences que la thèse m'a apportées et qui maintenant, pour le poste que j'ai actuellement, sont très utiles. Puisqu'aujourd'hui, pour essayer de résumer, donc je suis responsable recherche et développement chez Robatel Industries. C'est une PME d'environ entre 100 et 200 personnes qui est française, à Genasse, donc dans la région lyonnaise, et qui fabrique, qui est au départ chaudronnier et qui maintenant fabrique beaucoup d'emballages pour le nucléaire. Il y aura des cellules blindées, des boîtes à gants anti-irradiation, puis aussi donc des sortes d'énormes emballages qui vont servir à stocker, transporter des fuels radioactifs, des déchets nucléaires, etc. Donc c'est quelque chose qui est très technique. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les silicones que j'ai fait pendant ma thèse, mais ça restait des matériaux. Et il y avait beaucoup de matériaux différents, des composites, des mousses, des ciments, des bétons, de l'inox, du plomb. Et je me suis dit, ça a l'air très intéressant. Il y a beaucoup de missions différentes. Et c'est une toute petite équipe R&D. On était 3 quand je suis arrivée. Maintenant, il n'y a que moi. Et l'équipe s'étoffe au fur et à mesure. Donc, il y a énormément de responsabilités, beaucoup de tâches. Et oui, clairement, le doctorat, ça m'a apporté de ce côté-là. Et puis c'est une PME, donc il y a l'ambiance qui va avec, mais ça, je pourrais en parler peut-être plus en détail après. Merci Constance. À côté, du coup, Julien Clasta, qui en fait, lui, a créé une société qui s'appelle Biomeca avec une associée qui s'appelle Pascal. Julien, si tu veux bien nous raconter un peu ce parcours. Donc, bonjour à tous, Julien Clasta, donc je suis président cofondateur de la société Biomeca. J'ai un diplôme de docteur donc de l'université de Lyon. Je pense que tout d'abord il faut se dire que le doctorat c'est une formation et une expérience en recherche documentaire, une expérience en planification de projet, gestion de projet dans sa globalité.
Il ne faut pas le voir comme une continuité d'études, vraiment comme une expérience professionnelle. Cette expérience professionnelle peut être faite dans un laboratoire académique uniquement ou en thèse CIFRE, donc en lien avec l'industrie. Et ça, pour les personnes qui ont une affinité avec l'industrie, ça peut être intéressant de s'orienter vers ce type de contrat. Pour moi, au cours de la thèse, je souhaitais dès le départ ne pas m'engager dans un postdoctorat, dans une multitude de postdoctorats et dans la recherche de postes ensuite dans le système académique français ou autre. Et donc j'ai coloré mon parcours de thèse avec des diplômes universitaires qui m'ont permis en fait d'avoir un peu des connaissances en marketing, en management, en gestion de projet, comment finalement aller négocier avec un investisseur ou des choses comme ça, dans l'idée qui était de rentrer dans l'industrie, non pas de construire ma société, mais de rentrer dans l'industrie. Et c'est en rencontrant Pascal Milani, qui était dans mon équipe, qui s'arrêtait en termes de contrat au même moment de ma soutenance de thèse, on s'est posé tous les deux et on s'est dit mais ça pouvait être intéressant de créer notre activité. Et c'est à partir donc de 2016 qu'on a créé la société Biomeca. Biomeca, c'est une société spécialisée dans les mesures des propriétés mécaniques de tissus biologiques. Ça veut dire qu'on mesure l'élasticité de la peau, l'élasticité d'organes, de tissus dans le marché de la cosmétique, dermocosmétique. Donc voilà, donc le doctorat, ça m'a apporté beaucoup de choses en gestion, etc., comme ça a été dit précédemment. Et là, Biomeca, c'est un épanouissement et une belle aventure pour moi. Je pourrais répondre à toutes vos questions dans la suite. Merci Julien. Effectivement, il faudra peut-être que tu nous parles de Bilis aussi, de l'accompagnement que tu as fait. Et du coup, on finit avec Flore Ballot, qui du coup est chargée d'affaires chez Lyon Ingénierie Projet, qui aussi est recrutée depuis très peu de temps. Bonjour à tous. Je m'appelle Flore Ballot. J'ai fait une thèse en écologie microbienne à Rennes. Donc c'était un projet assez interdisciplinaire parce que j'avais à la fois de la biologie moléculaire appliquée à des concepts d'écologie et en travaillant sur de la microbiologie des communautés des sols. Moi, pendant ma thèse, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut entendre. Je me suis rendu compte que on était plusieurs dans mon laboratoire à être en thèse, mais on n'avait pas du tout derrière les mêmes envies professionnelles. Moi, ce que j'adorais, c'était tout ce qui était la communication avec les gens, que ce soit en termes d'enseignement. J'étais aussi très attirée par le fait de savoir un peu ce que tout le monde faisait. J'étais la personne au laboratoire qu'on allait voir pour savoir tiens, je cherche telle compétence pour faire tel truc, etc. Et donc, à la fin de ma thèse, j'ai décidé d'arrêter la recherche académique. Et je me suis lancée dans l'enseignement puisque je me suis dit c'est un bon moyen de continuer à travailler un peu en mode projet mais là pédagogique. Et je suis rentrée dans une entreprise privée qui dispense des cours aux étudiants de première année de médecine. J'y suis restée 1 an et ça ne m'a pas du tout plu. Sauf qu'entre-temps, j'étais plus à Rennes, j'étais arrivée à Lyon et j'avais pas de réseau professionnel à Lyon. Donc il m'a fallu pas mal de temps. Parce que déjà démissionner d'un CDI quand on sort de la thèse et qu'on ne sait pas toujours ce qu'il va y avoir derrière, c'est un peu compliqué. Donc pour savoir exactement quelles étaient mes motivations professionnelles, en fait, pourquoi est-ce que je ne m'étais pas plu là-dedans, et puis également pour me créer un réseau professionnel, parce que quand on vient d'une autre ville, c'est un peu compliqué. J'ai eu la chance de bénéficier du dispositif du doctorat à l'emploi, qui est géré, je crois, par l'Université de Lyon et par Objectif pour l'emploi. Et ça m'a beaucoup aidé pour justement développer ce réseau professionnel. Et petite parenthèse, je pense que c'est vraiment un élément très important pour vous. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé le réseau en allant juste écouter les parcours de vie des gens. J'allais voir les gens en leur demandant de me raconter ce qu'ils avaient fait dans la vie pour voir un peu ce qui résonnait en moi en termes de « Ah, mais ça me parle, ça, ou je ne me vois pas du tout faire ça, etc. » Et puis, au fur et à mesure, et ça commence déjà avec les amis des amis, etc. Enfin, ça commence très tôt. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis dit, ben voilà, moi, ce qui me plaisait dans la thèse, c'était aussi toute cette dimension montage de projet, voilà, rassembler les compétences, etc. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur tout ce qui était le montage de projets collaboratifs. Donc, sur Lyon, vous avez de la chance, c'est un écosystème qui est très large, vous avez pas mal de start-up, vous avez des grosses industries, etc. Et j'ai passé en fait différents entretiens.
J'ai commencé par obtenir un petit contrat en fait dans une boîte de consulting en financement de l'innovation, où là je faisais du crédit impôt recherche. Et en fait, j'ai eu la chance, grâce au réseau notamment, d'être embauchée dans l'entreprise que j'espérais intégrer au bout de 4-5 ans, donc Lyon Ingénierie Projet. C'est une structure qui a été montée par l'Université de Lyon et qui permet d'accompagner les chercheurs dans le montage et la coordination de leurs projets. Et moi, je m'occupe plus précisément du montage de projets européens. Voilà. Merci Flore. Alors, maintenant qu'on a fait le tour, qui se lance pour la première question ? Alors bonjour, merci pour toutes les informations que vous avez données. J'aimerais savoir, selon vous, quelle est la principale différence du coup entre la recherche et le développement et le travail d'un chercheur ? Oui, donc la question est pour moi ou c'est un peu pour un peu pour tout le monde, pour ceux qui peuvent répondre. Ok. Alors moi, j'ai vraiment senti une différence entre la recherche académique et la recherche et développement pendant la thèse, puisque moi, je faisais plutôt de la recherche pour une entreprise. Ma thèse, elle était avec une entreprise. Donc, il y avait des enjeux qui étaient applicatifs et directs. C'est-à-dire qu'ils avaient un produit, ça marchait, mais ils ne savaient pas pourquoi, et surtout, ils ne savaient pas comment l'améliorer. Donc moi, la thèse avait un objectif qui était clair et précis sur un objet qui existait déjà. Il y en a qui font des thèses sur des applications en développement, où ce n'est pas encore commercialisé, mais justement, on veut pousser le concept jusqu'au bout. Et par contre, j'avais par exemple mon directeur de thèse ou d'autres personnes qui faisaient vraiment de la recherche plus fondamentale, où là, c'est plus conceptuel, c'est moins applicatif. On va faire, il y a souvent beaucoup de papiers qui sont écrits, parce que c'est très encouragé, mais il n'y a pas forcément d'application à court terme en tout cas. Donc moi je sais que la R&D m'a beaucoup intéressée parce qu'il y avait cet aspect concret et à plus court terme qui me parlait beaucoup plus. Merci. Je peux juste continuer aussi là-dessus, c'est en étant passée par le système de l'innovation. Moi, ce que je vois comme grosse différence, c'est que quand vous êtes dans quelque chose de plus appliqué et quand vous êtes dans une dimension justement de commercialisation, il va y avoir cet impératif en fait financier et le côté deadline en fait qui va être beaucoup plus important. C'est-à-dire que si votre manip ne marche pas à un moment, faut trouver une solution. On ne va pas s'entêter à refaire 40 fois la même chose jusqu'à ce que ça marche. Enfin, on va faire différemment. J'aimerais juste rajouter quelque chose sur la recherche académique et la recherche faite au sein des entreprises. La recherche académique, disons qu'effectivement, on n'a pas la même échelle de temps, ni même les mêmes sources de financement, alors que dans la recherche privée, là, c'est plus géré non pas par le scientifique, mais plus par une section marketing qui, enfin tout du moins sur mon marché, qui va contrôler, dire bon bah voilà, l'année prochaine on veut lancer impérativement un produit sur cette base-là, qui va agir précisément là. Je m'en fiche de votre recherche actuelle, il faut que vous me sortiez ce produit-là. Donc là, c'est plus le chercheur qui cherche, c'est le chercheur qui cherche parce qu'on lui a demandé de chercher ça. C'est plus, il cherche plus, comment dire, par conviction ou par envie ou par sensibilité. Mais il est toujours aussi épanoui. Hein. Il n'y a pas de souci. Oui, on peut avoir envie. Bonjour. Moi, j'aurais aimé savoir justement, c'est la différence justement entre la thèse académique et la thèse en R&D, mais sur le fait que pour trouver du travail, est-ce que vous pensez que c'est plutôt, il vaut mieux faire une thèse en R&D que faire une thèse académique, parce que la thèse académique, on se dirige vers un parcours enseignement, chercheur, non ? Je peux répondre un peu là-dessus. Donc, moi, je ne me suis pas orientée dans cette carrière-là, mais j'ai le recul de ma promo de l'époque, donc d'il y a 9 ans. Aujourd'hui, il y en a très très peu qui sont en poste en recherche académique. Donc je pense que c'est vraiment une question à se poser, de se dire est-ce que je veux faire une thèse académique pour me lancer dans une carrière académique derrière, ou est-ce que j'ai une autre vision? Et c'est une question qu'il faut que vous commenciez à vous poser maintenant pour faire le bon choix aussi. Hein. En l'occurrence, si on ne trouve pas de thèse en R&D, qu'on trouve que des thèses académiques, mais qu'on a envie plus tard, on sait qu'on a envie de travailler en entreprise et pas forcément faire enseignant-chercheur, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? C'est pas bloquant. Hein.
C'est pas parce que vous décidez de faire une thèse académique que vous n'allez jamais pouvoir rentrer dans le privé après 3 mois. La vie est faite d'opportunités. Ce que je disais, c'est que la thèse, c'est une expérience professionnelle. Donc c'est-à-dire que vous la valorisez comme vous avez envie de la valoriser. C'est 3 ans de recherche, de projet de recherche, de gestion de projet. Après, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un emploi dans le privé, dans l'académique. C'est à vous de chercher. Par contre, ça dépend quand même des domaines. Donc, pas se dire que c'est la même chose de partout. Moi qui viens de la biologie, dans la biologie, c'est pas si évident. Donc, je sais pas sur quelle spécialité tu es, mais c'est à voir. Donc, regardez aussi le marché de l'emploi aujourd'hui pour savoir où vous projeter. C'est quand même important. On va dire avoir une idée en tête en termes de carrière et de recherche, c'est très bien. Savoir où il y a de l'emploi, c'est bien aussi pour s'aider à faire le bon choix, quoi. Et je rajouterai aussi, donc, comme l'a dit Julien, les portes, elles ne sont pas fermées en fait. Si on fait une thèse académique, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas trouver un emploi en entreprise. Peut-être que les réseaux seront un peu moins grands parce que si on fait une thèse avec une entreprise, on connaît des gens dans l'entreprise qui connaissent peut-être d'autres gens, d'autres entreprises, etc. Mais pendant une thèse, en général, on va quand même à des congrès, on présente des posters, on fait des conférences, on va rencontrer d'autres personnes, ou ne serait-ce que les responsables des autres doctorants qui connaissent peut-être des gens. Enfin, c'est même du laboratoire, il y a tout un réseau qui peut se créer. Avec Lyon 1, il y a tout un réseau aussi. Donc même si on fait une thèse académique, le réseau et l'expérience permettent quand même de garder des portes ouvertes si on ne veut pas faire de l'académique ou être enseignant-chercheur. Et pour peut-être finir un peu là-dessus, je reviens sur le fait que le réseau, ça commence très tôt. Moi, l'expérience que j'en ai, quand j'allais rencontrer les gens, je me disais jamais des gens qui sont en poste vont accepter de prendre 1 heure pour me raconter ce qu'ils ont fait dans la vie. Et j'ai été vraiment très impressionnée de la disponibilité, de la bienveillance des gens. Donc je pense que même quand vous êtes en thèse, vous pouvez déjà, quand vous voyez des entreprises qui vous plaisent, quand vous voyez des associations, enfin n'importe quoi, juste aller rencontrer les gens pour entendre parler, leur demander de discuter avec eux sur ce qu'ils font en fait. Ça commence là, ça commence pas forcément directement avec un objectif, mais c'est beaucoup plus facile dès qu'on commence à s'y mettre. Je vais compléter un peu sur le volet universitaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en thèse, vous devez suivre aussi des cycles de formation. L'Université de Lyon met en place plus de 70 formations, dont certaines qui sont orientées plutôt au monde de l'entreprise. On organise par exemple des doctorales où on va chercher des problématiques d'entreprise et on fait bosser les doctorants en groupe pluridisciplinaire dessus. Sur 24 heures, sur 48 heures. Là, du coup, vous êtes en lien avec des entreprises, vous avez des problématiques concrètes sur lesquelles vous pouvez vous tester. Vous pouvez rajouter ça sur vos CV, sur vos compétences. L'autre chose, c'est que c'est pas parce que vous êtes en thèse académique que vous n'avez pas le droit de travailler avec des entreprises. Vous pouvez aller chercher des collaborations. Vous pouvez chercher aussi à valoriser vos résultats, notamment par la création d'entreprises. En fait, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de ponts. Par contre, ça veut dire qu'il faut être proactif et ouvert. Et juste un truc pour les thèses. Tous mes interlocuteurs dans le domaine privé, dans les grandes sociétés, toute la chaîne de valeur de la cosmétique, tous mes interlocuteurs sont docteurs. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, ils ont fait un doctorat en académique, ils ont trouvé un poste, ils ont su évoluer dans ces sociétés-là en faisant des reconversions, en acceptant telle ou telle condition, etc. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous avez une thèse et la volonté d'aller soit dans l'académique, soit dans le privé, vous y arriverez toujours. C'est juste qu'il faut persévérer et les postes sont là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Rebondir sur ce que vous venez de dire. Tous vos interlocuteurs sont docteurs. Ça veut dire qu'il faut un doctorat pour travailler dans vos secteurs en R&D ou c'est pas nécessaire ? Non. J'oublie le micro. Ils sont docteurs, mais depuis plusieurs années en fait. Maintenant ils sont Head of Innovation ou chargés de machin, etc. Ils ont fait une thèse, ça peut aller en immunologie, alors qu'ils sont maintenant responsables de laboratoire en cosmétoc.
rien à voir avec l'immuno. Voilà, en fait, l'étiquette que vous avez sur vos thèses, ça va être de l'immuno, ça va être mathématique, ça va être quelque chose, mais ce que recherchent les recruteurs, ça va être surtout vos compétences en docteur. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Que vous fassiez votre thèse en mathématiques ou fassiez votre thèse en biologie, faire sa thèse, c'est être capable de faire de la biblio correctement, de rendre des rapports, communiquer correctement, savoir vulgariser, etc. C'est toutes les compétences qu'on demande, qu'on acquiert au cours de la thèse. Et c'est ces compétences-là que les entreprises recherchent. Après, évidemment, il peut y avoir des demandes particulières parce que vous avez une technique que vous avez élaborée pendant votre thèse et cette technique-là qui est intéressante. Mais dans la majeure partie des cas, c'est le profil docteur qui est intéressant. Je confirme cette info et c'est là-dessus qu'on appuie quand on va voir les entreprises pour leur parler des docteurs. C'est surtout sur toutes ces compétences transversales. Je pense que ça peut être intéressant que chacun justement touche un mot là-dessus, de dire aujourd'hui dans vos différents métiers, quelles sont les compétences que vous avez développées spécifiquement en thèse et qui vous servent au quotidien et sont une vraie valeur ajoutée sur vos postes. Alors, pour ma part, ça va être la partie gestion de projet en autonomie, c'est-à-dire en doctorat, de toutes les façons, on n'est pas coaché au quotidien non plus. On a certes un référent de thèse, mais il n'est pas avec nous tout le temps. Donc il faut être capable de trouver la direction dans laquelle on veut et de prendre des décisions tout seul et d'assumer aussi si on fait une erreur et de rectifier et de continuer et de persévérer. Donc je dirais cette partie gestion de projet et persévérance, pour moi, ça a été essentiel. Un autre point pour moi aujourd'hui, c'est l'anglais. Je l'ai énormément développé en thèse et honnêtement, sans ça, je ne serais pas au poste où je suis aujourd'hui. Mon manager est allemand, j'ai une équipe allemande et je ne parle pas un mot d'allemand. Donc sans ça, je n'irais pas bien loin. Voilà. J'aurais pas grand-chose à rajouter, je pense. J'ai déjà un petit peu développé pendant ma présentation les différents points qui m'ont vraiment été utiles pendant ma thèse pour prétendre au travail auquel je suis aujourd'hui. Je vais quand même insister sur l'anglais, effectivement, que je n'avais pas du tout abordé, mais c'est quelque chose qui, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais au début, vous le serez forcément à la fin, parce qu'il n'y a pas le choix, en fait. Toutes les publications, c'est de l'anglais. Les congrès, c'est souvent international, donc c'est en anglais. Et en général, on est obligé de faire une petite présentation orale à un moment ou à un autre. Donc avec ou sans accent pourri, il faut quand même faire une présentation. Mais en fait, il y a une aisance qui va se faire au fur et à mesure. Il y a tous les termes techniques, scientifiques. Si on fait une thèse dans les sciences dures et tout, on va avoir tout un jargon qui va se développer en anglais et qui va permettre ensuite, plus tard, quel que soit le travail qu'on fait, d'avoir un vrai atout au niveau de l'anglais, effectivement. Pour moi, c'est la prise de recul. On est en capacité de s'arrêter à un moment donné sur nos projets, de dire stop, ça ne fonctionne pas, pourquoi, et je vais prendre du recul. Je vais tout reposer, je vais même faire autre chose. C'est-à-dire qu'on est en capacité vraiment d'adaptation, capacité de remettre en question les choses. Et ça, c'est, je pense, primordial, et c'est ce qui, moi, me sert au quotidien. Et pour finir, je rejoins donc... pour mon travail, la gestion de projet, hyper important parce que quand on monte un projet, il faut savoir comment ça se passe, savoir dire non, là en 3 mois vous n'y arriverez pas. L'anglais, surtout quand on travaille au niveau européen. Une capacité justement à prendre du recul aussi parce que, par exemple, moi quand les chercheurs répondent à des appels à projets, il faut que je sois capable de leur dire sans forcément comprendre leur domaine, parce que je suis biologiste et que quand je travaille avec des mathématiciens, c'est pas toujours évident, mais de leur dire, là j'ai l'impression que d'après vos discussions, vous vous orientez pas dans la bonne direction. Et surtout, moi je trouve que la capacité à s'adapter à tout, c'est-à-dire d'une certaine manière, moi j'ai l'impression que maintenant, on me met devant un problème, on me dit on veut aller là, on a tant de temps, et je saurai si je vais vraiment dans le détail, ou voilà, qu'est-ce que je peux faire et en combien de temps. Je vais rajouter un élément en fait, que Julien avait mentionné quand on en a discuté en amont. C'est la capacité d'auto-formation. Quand on est en thèse, en fait, on se forme sur plein de choses. Et en fait, c'est quelque chose que vous pouvez continuer à développer après. Moi, en parallèle de l'université, j'ai travaillé dans une start-up pendant 18 mois. Je faisais la gestion administrative et financière de la société, qui a été créée par 2 chercheuses. Autant vous dire que moi, j'y connaissais rien, elles n'y connaissaient rien. Elles m'ont juste dit, t'as une journée par semaine, tiens, on te donne les clés, démerde-toi. Et en fait, je dis pas que je suis comptable, hein, mais par contre, je sais faire la gestion d'une entreprise alors que je connaissais rien du tout. Et en fait, il y a des tutos sur Internet. En fait, vous savez trouver l'information et vous l'approprier, ce qui est vraiment hyper important.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais aimé savoir qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tourné vers la recherche privée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déplu dans la recherche publique? Un inconvénient ou un point négatif? Alors, dans mon cas, c'est surtout pendant mes expériences en stage que j'ai pu tester un petit peu différents secteurs, on va dire. J'ai fait mon premier stage dans une PME, donc vraiment il y avait un technicien, un ingénieur et le petit labo, où j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'était du contrôle qualité, c'était concret. Bon voilà, c'était pas encore très cherché au niveau de la recherche justement, mais ça me mettait un premier pied dans le monde de l'entreprise et ça m'avait beaucoup plu. Ensuite j'ai fait un stage dans un labo de recherche dans une université au Japon. Et là, c'était pas du tout la même mentalité. C'était très protocolaire. C'était voilà, où effectivement on allait au fond des choses. Mais j'ai l'impression qu'il manquait un petit truc parce que je me suis dit, d'accord, c'est très bien tout ça, mais c'est quoi la finalité en fait? Et j'avais un peu ce côté applicatif qui me manquait. Surtout en 3 mois, ça passait très vite et j'avais l'impression voilà, de pas avoir apprécié la chose dans sa globalité, même si l'expérience en elle-même était incroyable. Et puis ensuite, c'est mon stage de fin d'études de 6 mois. Où là, je l'ai passé dans un grand groupe, c'était Michelin, et c'était aux États-Unis. Donc bon, il y avait le monde américain aussi, qui était une expérience en tant que telle. Et là, c'était vraiment un énorme service R&D. On était 1000 personnes sur le site au moins. Enfin, c'était très très gros. Là, le projet, c'était concret. C'était un pneu innovant. Et donc, moi, j'étais voilà, relations, structure, propriété, du polyuréthane, blabla. Et là, je me suis dit, mais oui, mais c'est super. J'avais mes petites éprouvettes. Je me suis dit, ce que je fais, c'est tellement concret. Derrière, il y a un pneu. C'est des choses que les gens vont utiliser. Et c'est ça, enfin, voilà, c'est ça qui m'intéressait. Et je me suis dit, je ne sais pas si je retrouverai ça dans la recherche académique au public. C'est vraiment dans l'entreprise que pour moi, il y avait le plus de possibilités d'épanouissement. Enfin voilà, moi, c'est vraiment avec mes expériences que je me suis fait une idée. Alors, moi, je le disais tout à l'heure, j'ai fait le choix de partir de la recherche publique. Alors, en soi, ma thèse, je me suis éclatée, hein, qu'on se le dise, j'avais un super sujet, j'ai publié, ça s'est vraiment très très bien passé de ce côté-là. Par contre, j'ai vu ce que c'était en fait que le métier de chercheur. Et ça m'a pas plu en fait. Moi, clairement, rédiger des dossiers pour avoir des demandes de financement, c'était pas mon truc. Je passais mon temps à la paillasse et gérer mon projet, oui. Après, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je veux faire de la recherche ou pas? Parce qu'il y avait cet aspect métier qui me plaisait, on va dire, à moitié. Et l'autre aspect qui me faisait peur, c'était le fait d'avoir du mal à avoir un poste derrière. J'ai encore aujourd'hui des collègues de thèse qui n'ont pas de poste en recherche publique. Donc d'où le choix de faire autre chose. Et après, c'est l'opportunité qui a voulu que je suis passée chez Merck en premier, quoi. Moi, de mon côté, il y avait, pour le coup, je détestais la paillasse. Enfin, c'était un peu la punition. Et ce qui m'ennuie un peu, c'était justement à cause de ce côté très transdisciplinaire que j'avais dans ma thèse. Mes chefs n'arrivaient jamais à se mettre d'accord. Et en fait, ils me disaient toujours que ça n'allait pas, mais en fait, je pense qu'ils comprenaient même pas ce que je faisais. Et j'avais l'impression de rester sur place, en fait, et de pas avancer. Et moi, ce qui me manquait, en fait, en recherche publique, c'était ce côté deadline, c'est-à-dire à un moment, c'est fini et on passe à autre chose. Et pour finir, je pense qu'il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme là-dessus, mais en biologie, moi, ça fait 3 ans que j'ai soutenu ma thèse. J'ai des amis qui sont vraiment très motivés, qui ont des réseaux énormes et qui arrivent à ne pas trouver de postdoc. Enfin, il y a certains postes où c'est plus de 500 candidatures que vous avez pour des postdocs. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même vraiment réfléchir si vous voulez rester dans la recherche académique. On n'est pas là pour dire qu'il ne faut pas faire de thèse et que l'académique, c'est pas bien. Mais dans les faits, il y a en gros, je crois, 1000 postes pour des enseignants-chercheurs par an. Et on forme entre 12 000 et 14 000 docteurs. Donc il faut quand même mettre les choses en perspective. Et que quand vous allez être en thèse, vous réfléchissiez à différentes portes de sortie. Et de vous battre pour celle qui vous plaira le plus. Mais par contre, ne gardez jamais qu'une seule option. Et c'est ce qu'on voit notamment beaucoup avec des doctorants ou des docteurs qui, des fois, se réveillent le lendemain de leur soutenance ou alors se battent pour des postdocs.
mais qui en fait ont une seule option. Nous, en fait, justement, l'objet de la table ronde, c'est de vous faire découvrir d'autres choses et de voir là où, pour vous, ça peut coller vis-à-vis de vos envies, de vos appétences, de vos compétences, plutôt que de dire, moi, dans ma vie, je veux être chercheur. Déjà, tant que vous serez pas en thèse, vous ne saurez pas réellement ce qu'est le métier de chercheur, parce que c'est être en lien avec les enseignants-chercheurs que vous allez vraiment découvrir ce que c'est. Et après, ça plaît pas, il faut tout de toute façon. Mademoiselle ? Oui, j'aurais voulu des conseils éventuellement, je pense que vous en avez tous, quand on arrive avec son doctorat sur un endroit qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas de réseau, qu'on en est au point où on sait qu'on a fait sa thèse, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, mais on sait qu'on ne veut pas faire chercheur, on sait qu'on veut aller en entreprise. Comment vous avez fait pour savoir ce qui vous plaisait, là où vous vouliez aller, et comment vous avez rencontré des gens qui vous ont aidé à le faire ? Je pense qu'il y a un mot qui ressort, c'est réseau. Je ne sais pas si vous voulez, du coup, je pense qu'on peut tous en parler là-dessus, mais peut-être si tu veux commencer, Flore. Oui, donc moi je suis partie d'un travail qui ne me plaisait pas. Ce que j'ai commencé par faire, c'était répondre à des offres d'emploi où ils demandaient un doctorat, où je me disais là j'ai les compétences, etc. Ça marchait pas forcément. Et j'étais arrivée à un point où, en fait, où j'avais tendance à regarder un petit peu tous les types de métiers qui existaient, où on recrutait des gens à Bac+5 ou Bac+8. Et après, j'ai contacté des amis, des gens de ma famille, en fait, pour demander à rencontrer des gens dans les entreprises, justement, qui me concernaient. Par exemple, je savais que les entreprises de services numériques recrutaient. On a tous des gens qui, dans notre entourage quasiment, ou des amis d'amis qui travaillent chez Soprasteria, chez Capgemini, enfin toutes ces entreprises-là. C'est très facile en fait d'avoir accès à des gens qui travaillent et qui travaillent dans différents métiers en fait de ces entreprises. Donc en fait ça commence comme ça. Et vous faites pareil en fait avec une autre branche. Et puis vous avez aussi les associations comme Objectif pour l'emploi qui peuvent vous aider parce qu'il y a déjà du réseau. Et enfin LinkedIn. Parce que ça permet aussi de contacter des gens quand vous voyez des entreprises. La chose la plus importante à faire, c'est, moi ce que je faisais, c'est que dès qu'une personne que j'avais rencontrée me donnait le contact d'une autre personne, j'envoyais toujours un message pour remercier, pour dire comment ça s'était passé. Et ça arrive des fois que quand la personne que j'avais eue, qui m'avait donné le contact, sente que c'était pas exactement ce que j'attendais, me redonne d'autres contacts. Donc il faut une attitude de respect vis-à-vis des gens, voilà, de tenir au courant. Mais encore une fois, moi j'ai été vraiment étonnée de la disponibilité des gens pour répondre à toutes mes questions. Des fois maintenant je le fais aussi. Quand je vois des associations, des choses comme ça qui me plaisent, j'écris aux gens et je leur demande si je peux les rencontrer pour savoir ce qu'ils font. Alors moi pour ma part, quand j'ai terminé ma thèse, j'avais postulé, donc l'offre je l'avais trouvée sur l'APEC à la base, et j'ai eu de la chance parce que c'est la seule offre à laquelle j'ai répondu et j'ai été prise tout de suite. Donc j'ai eu le facteur chance avec moi. Par contre, l'agence qui s'occupait du recrutement pour le groupe Merck, c'est Ad Hoc Talent Management, qui est basée à Paris, qui est spécialisée dans le placement des docteurs en entreprise. Et franchement, ils m'ont vraiment aidée parce qu'ils m'ont préparé à l'entretien. Ils ont refait mon CV avec moi avant de l'envoyer chez Merck en me disant au niveau profil vous correspondez, par contre on va bosser un peu le CV, il y a des trucs sympas. Voilà. Et du coup quand mon CV est passé chez Merck, j'ai été prise en entretien tout de suite et derrière on a travaillé l'entretien et ça l'a fait tout de suite. Mais c'est important aussi d'avoir ce type de gens dans votre réseau. Donc c'est totalement ouvert, ils ont une banque de CV, donc n'hésitez pas à se rapprocher de ce genre de groupements ou d'associations qui peuvent vraiment vous donner un coup de main. Et moi, pour ma part, alors mon travail actuel, je crois que c'était l'APEC aussi, je suis plus certaine, parce qu'en tout, j'ai dû faire une centaine de candidatures en 6 mois, donc à la fin, je ne savais plus. Enfin voilà, il faut être très organisé dans la recherche d'emploi. Petit tableur Excel, on retrouve direct, oui, l'offre pour machin. Et en fait, moi, j'avoue que le réseau n'a pas tant joué que ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais j'avais pas un réseau peut-être aussi développé que je l'aurais espéré.
Mais toujours est-il qu'effectivement, parfois, au détour d'une conversation, on va rencontrer quelqu'un qui travaille dans un milieu qui peut nous intéresser. Et en général, les gens, quand ils font un travail qui leur plaît, ils sont toujours ravis de parler de leur travail. Enfin, quand les gens voient qu'on est curieux, qu'on pose des questions, en général, sauf s'ils n'aiment pas, mais sinon, ils sont toujours très contents de donner quelques informations sur l'ambiance, sur la taille de l'équipe, etc. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter à poser des questions aux connaissances, aux cercles d'amis, aux anciens doctorants du même laboratoire, par exemple. Maintenant, qu'est-ce que tu deviens? Comment ça se passe? Et ce genre de choses peut amener de fil en aiguille, du bouche à oreille, vers d'autres personnes. Je voulais rajouter encore un truc et j'ai oublié. Voilà, LinkedIn aussi. Voilà, je voulais juste faire un mot sur LinkedIn. C'est un réseau qui peut être très utile pour justement rencontrer des gens, poser des questions sur un métier, pour savoir si ça peut nous plaire ou pas. Mais pour une demande de contact, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir une réponse si vous posez votre question dans la petite demande d'ajout. Une demande bateau, standard, impersonnelle, moi personnellement je les accepte pas parce que je me dis que c'est juste quelqu'un qui veut avoir 300 réseaux et je sais pas pourquoi cette personne me contacte. Alors que quand j'ai une demande, j'ai vu que vous travaillez dans tel domaine, j'aurais aimé en parler avec vous, bah là oui, ok, d'accord, parlons-en. Donc voilà, je pense que c'est une prise de contact qui est assez facile. On reste derrière l'écran, c'est un peu protégé, on ne risque pas grand-chose à part un refus. Donc il ne faut pas hésiter à jouer de ce côté-là si le réseau, on va dire, pas virtuel et pas très étoffé. Il y a beaucoup d'événements professionnels qui sont gratuits sur lesquels vous pouvez vous greffer. Aujourd'hui, c'est un événement. Il y a une 50aine d'entreprises qui sont là. Voilà, c'est le début du réseau, c'est exactement comme ça qu'il faut fonctionner. Mais alors du coup, l'objectif, c'est pas d'attaquer les gens en disant je suis là, je suis docteur, je veux un poste. L'objectif, c'est vraiment, comme on l'a dit, je m'intéresse à ce que vous faites, je suis curieux de ce que vous faites, est-ce que vous pouvez m'en parler? Et puis, dans un deuxième temps, moi, je vais vous expliquer ma situation à moi. Et peut-être que vous, dans votre réseau ou en direct, vous pourrez me filer un coup de main. Ça peut fonctionner comme ça. Moi, quand je me suis retrouvé en recherche d'emploi, ce que je faisais, c'est que tous les mois, j'écrivais une newsletter que j'envoyais à tous les contacts que j'avais rencontrés en disant bah voilà, ce mois-ci, j'ai fait ça, j'ai postulé, j'ai eu un entretien là, j'ai rencontré telle personne. Et en fait, la force de ce réseau-là, je le vois encore aujourd'hui, alors que ça fait 6 ans que je suis sur mon poste à l'université. J'ai encore des gens qui me recontactent en me disant ah au fait est-ce que vous êtes vous avez toujours ce profil là, bah moi j'ai peut-être une offre pour vous. J'en ai eu une hier qui est tombée comme ça, quelqu'un que j'ai pas vu depuis 6 ans et avec qui on a échangé, on échange de temps en temps sur LinkedIn notamment. Puis bon après moi mon job aujourd'hui c'est de faire du réseau donc c'est un peu plus facile. Mais voilà, elle a vu passer une offre chez elle, elle a dit ah je pense que toi tu as le profil, hop je te l'envoie. Si ça peut compléter aussi, justement, on parlait tous là des compétences transversales qu'on a tous en tant que docteur. On les a ces compétences, mais on a des qualités humaines et on a des appétences ou pas pour ces compétences qui sont différentes. C'est pour ça que moi, pour le réseau, j'ai commencé en allant écouter ce que les gens faisaient, ce qui avait été des tournants dans leur vie, etc. Pour me dire ça, je me sens capable de le faire et ça, j'ai envie de le faire et ça, j'en ai moins envie. Je pense que c'est assez important en fait de savoir travailler là-dessus. Et pour le réseau, moi je sais qu'il y a des moments où j'avais du mal, j'avais envoyé plein de CV au final parce qu'au début je rencontrais les gens pour ça, puis à la fin ils m'avaient aussi donné des conseils sur les CV. Et en fait je me suis retrouvée là au mois d'août avec 4 entreprises qui m'ont appelée pour me proposer du travail. Et en fait j'avais aussi discuté avec mes anciens camarades de laboratoire. Et là, il y en a 3 qui ont trouvé du travail grâce à ça. Donc, ça joue aussi dans les deux sens. Sachez redonner ce qu'on vous donne. Est-ce qu'il y a d'autres questions derrière? Je sais pas. Merci. J'avais une question pour Julien Clasta. 7 entreprises sur 10 ne voient pas leurs 3 ans. Ne les faites pas. Quelle est votre force et comment Billis vous a accompagné dans votre processus de création? Alors, Billis, c'est le dispositif Billis avec le diplôme d'étudiant entrepreneur.
C'est un dispositif qui permet d'avoir des mentors et permet d'avoir aussi accès à des cours orientés business, orientés marketing, etc. Ça, c'est super intéressant dans le sens où ces compétences transverses en gestion de société, on les acquiert pas au cours du doctorat. Donc c'était pour moi quelque chose d'obligatoire. Il fallait que je passe par là pour m'enrichir de ces compétences transverses. Ensuite, je ne dis pas qu'avec ces compétences, on va passer le cap des 3 ans, ou sans ces compétences, on va passer le cap des 3 ans. Oui, le cap des 3 ans, c'est un cap très important, mais comment dire, c'est pas parce qu'on a un CDI qu'on va rester jusqu'à la fin de sa vie en CDI. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la société peut s'écrouler, c'est un échec, mais l'échec n'est pas une fatalité, c'est plutôt quelque chose qui nous permettrait de rebondir ailleurs, dans une autre société, refaire autre chose, etc. Mais ce qu'il faut, c'est que quand on devient entrepreneur, lorsqu'on crée son job, puisqu'on crée vraiment son job, il faut être persévérant, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire des dispositifs qui sont présents à l'université, dispositif Billy's, dispositif D2E, il y en a d'autres qui existent autour de Lyon et sa région, et surtout être humble et prendre du recul sur son futur métier, puisque quand on est biologiste, quand on est chimiste, quand on est docteur dans sa globalité, on devient businessman à un moment donné. Ça veut dire que moi je dois aller chercher des contrats, je dois sous-traiter, je ne fais quasiment plus de recherche. Mon poste change au fur et à mesure que mon métier évolue, et ça il faut l'accepter aussi. Ça veut dire que dès le départ il faut se dire oui, je veux faire du business, je veux gagner de l'argent, mais sauf que pour gagner de l'argent il faut avant acquérir des compétences me permettant de gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut que je devienne commercial, il faut que je devienne marketeur, il faut que je devienne etc., etc., etc. Et ça, si vous ne passez pas par des structures et que vous restez tout seul chez vous, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça que je rejoins mes camarades quand ils parlent de réseau. C'est primordial. Dans l'entrepreneuriat, c'est primordial aussi. Parce que entreprendre comme boulanger, entreprendre comme biotech, entreprendre comme vendeur de je ne sais pas trop quoi, c'est le même métier, c'est entrepreneur. On a les mêmes problématiques à court, moyen et long terme. Problématiques de recrutement, problématiques de R&D, problématiques financières. Et il faut savoir de quoi on parle et savoir s'entourer de bonnes personnes. J'ai vu qu'il y avait une autre question un petit peu devant. Du coup, je vais continuer sur votre entreprise, puisque vous avez un peu répondu à ma question. Comment c'est un peu agencé votre parcours de docteur à CEO, et qu'est-ce qui a été le plus dur en fait pour vous pour aboutir à être entrepreneur? Comme je disais, c'est vraiment au cours de ma thèse au cours de ma thèse, je ne voulais pas continuer dans le système académique. C'était un système pour moi qui ne fonctionnera pas comme en l'état dans le futur. Il faut qu'il se restructure. Je ne souhaitais pas, moi, participer à ça. Je ne voulais pas faire de postdoc et me retrouver sans poste et dans une situation alarmante en me disant je prends n'importe quel poste qui me vient en espérant que ça me plaise. Donc, dès le départ, je me suis dit quelle solution j'ai, quelle option j'ai devant moi. Je termine mon doctorat, j'acquiers toutes les compétences dont j'ai besoin d'acquérir en transverse et en biologie, et je postule, mais véritablement, non pas en recherche académique, mais dans l'industrie. Et quelle industrie est ma cible? Industrie pharmaceutique, industrie cosmétique, industrie life science. Et ça, c'était mon premier choix. Mon deuxième choix, c'est de monter quelque chose, créer mon emploi. Qu'est-ce que je dois faire pour créer mon emploi? Eh ben, je dois avoir ça comme compétence, ça. Donc c'est là qu'on prend du recul par rapport à son poste actuel et qu'on se dit il manque beaucoup de choses. Donc qu'est-ce que je fais pour m'enrichir de toutes ces compétences-là? Je vois qu'il y a des dispositifs qui existent, des diplômes universitaires, des choses comme ça, des réseaux qui existent par rapport à l'entrepreneuriat. Allez go, j'enlève ma timidité, c'est parti, je vais commencer à parler entrepreneur. Waouh, un mot que je ne connaissais pas avant d'être entrepreneur. Entreprendre, oui, j'entreprends, oui, c'est bien. Comment je finance mon entrepreneuriat, comment je vais parler à des banques, comment j'acquiers tout ça. Et c'est un pas qu'il faut passer, c'est une crainte qu'il faut enlever, et ce pas, on peut le passer facilement
via ce que j'ai dit, via tous ces dispositifs qui aident. Mais il ne faut pas oublier que sa première idée, qui est par exemple je veux entreprendre dans la nouvelle feuille de papier révolutionnaire du XXIe siècle, et ben ça c'est l'idée première. Mais ce ne sera peut-être pas l'idée à la fin de 6 mois, 8 mois, 12 mois d'études de son projet, de son business plan. C'est-à-dire que finalement, ma feuille, non, c'est pas ça que je vais vendre. Non, non, en fait, je veux vendre autre chose. L'encre révolutionnaire, voilà, c'est ça que je veux faire. Et là, je sais m'entourer de personnes qui vont m'aider à concrétiser ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, au final. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a des autres questions encore? Tout au fond. Bonjour. En fait, j'ai une question. On ne vous a pas rapproché au cours de votre métier ingénieur, que vous êtes très théorique, vu votre parcours de docteur? Vous voulez dire s'ils trouvent qu'on est trop dans la théorie, pas dans la pratique, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. On est extrêmement dans la pratique, en fait, justement, par rapport à un métier d'ingénieur, de mon expérience et de mon point de vue. C'est-à-dire qu'en sortie d'école d'ingénieur, j'avais fait 3 stages, 1 mois, 3 mois, 6 mois, donc pas un an cumulé, et c'était à peu près tout. Donc j'avais beaucoup eu de cours, j'avais eu des TP, des TD, mais l'expérience en entreprise ou en laboratoire, elle était très minime pour moi. Après la thèse, je me suis retrouvée avec 3 ans et demi d'expérience en laboratoire en plus, donc de la paillasse, mais aussi des recherches, des contacts avec des clients, des entreprises, des chercheurs d'autres laboratoires, des Français, des Allemands, des Américains, énormément de monde. Et ce que j'ai fait, pour le coup, comme c'était avec une entreprise, c'était très concret. Donc non, pour moi, être docteur, c'est pas juste être derrière un livre pendant 3 ans et à taper sur un ordinateur. C'est beaucoup plus poussé que ça, c'est beaucoup plus concret. Mais ça dépend du sujet. Il y a des gens qui font, par exemple, une thèse académique qui est orientée sur un système ou une géométrie très simplifiée, qui n'a pas un équivalent industriel, par exemple. Alors, effectivement, il y a des thèses qui seront plus académiques et en recherche fondamentale, et il y a des thèses qui seront plus axées entreprise, développement de produits, de concepts, etc. Donc moi, c'est vrai que de mon point de vue et de mon expérience, j'ai une thèse qui était très formatrice, très, très applicative. Cependant, ce n'est pas parce qu'une thèse va être académique ou fondamentale que ça va fermer des portes par la suite, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, ça donne plein d'autres compétences, notamment le fait d'être quand même assez souple d'esprit et de pouvoir s'adapter là où on sera après. On arrive au bout du temps. Je suis désolé. Je vais laisser la parole du coup à nos 4 invités. Si vous aviez un dernier mot pour conclure ou un dernier conseil, qu'est-ce que vous donneriez? Moi, je dirais qu'il est primordial que vous soyez curieux et que vous le soyez aujourd'hui, et pas de partir dans les sentiers tout tracés, parce qu'aujourd'hui, le monde change et le monde de l'emploi change. Donc, pensez-y dès maintenant et puis faites le bon choix, si possible, dès le départ. Il n'y a rien qui est irrévocable, on peut se retourner après. Mais lancez-vous dans une thèse si vous êtes sûr de vouloir faire une thèse. Et sinon, pensez à d'autres plans dès aujourd'hui. Ça va se recouper un petit peu. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous décidez de faire une thèse, soyez bien entouré, parce que c'est pas facile tous les jours. Et surtout, ne faites pas une thèse par défaut. Ne faites pas une thèse en se disant soit je fais une thèse, soit je suis au chômage, parce que c'est bien d'avoir une idée du projet qu'on a derrière la thèse, ça apporte des compétences, etc. Mais ça reste 3 années, voire plus, qui sont assez intenses. Donc le faire sans motivation derrière, si en plus le sujet ne plaît que moyennement, ça peut être très compliqué. Oui, effectivement, je rebondirais sur le fait de ne pas faire une thèse par défaut. Si vous souhaitez entreprendre, vous pouvez très bien entreprendre sans thèse, tout le monde peut entreprendre. Il y a des projets qui existent de création d'entreprise et où il manque des compétences particulières, donc vous pouvez vous raccrocher à des projets qui sont en cours de développement. Rapprochez-vous de Bilis pour ça, il y a plein de projets qui demandent des compétences. Et en termes de thèse, non,
pas par défaut. Vous allez vous ennuyer, ça va être néfaste pour vous, et éclatez-vous dans autre chose que dans une thèse. La thèse, c'est pas la finalité. Vous pouvez très bien vous arrêter en master, ça va très très bien. Il y a beaucoup de postes en consultant, en conseil, etc., qui existent, où là vous pourrez vous épanouir, vous éclater. Mais ouais, faites pas une thèse si vous n'avez pas envie. Et je vais rejoindre ce qu'a dit Julien. Sachez vous écouter en fait. On a tous passé le bac et on a fait des études après. Si vous arrivez en thèse, que ce soit de manière plus ou moins, voilà, avec de la motivation et tout, sachez écouter ce qui vous fait plaisir en fait, parce que ça va être un moteur hyper important pour trouver un métier qui vous plaît. Et au final, le métier de chercheur, enfin non, pas le métier de chercheur, l'expérience de thèse va vous montrer plein de choses du monde professionnel, et je doute que tout vous plaise dans ce que vous fassiez au laboratoire. Donc sachez écouter ce qui vous motive, et ça vous aidera grandement pour la suite. Et pour finir, juste si vous voulez faire une thèse, voilà, réfléchissez à l'après, c'est-à-dire pourquoi vous voulez le faire. Et si vous en faites une, éclatez-vous, parce que je pense qu'on est plusieurs à être vraiment éclatés en thèse. Mais du coup, dès le début de votre thèse, ayez en tête l'après-thèse et commencez à le préparer, comme notamment Julien a pu le faire ou d'autres, parce que plus vous serez prêt tôt, plus vous aurez les armes pour l'après. Merci beaucoup. Puis du coup, merci à nos quatre invités à leur témoignage. On va rester un petit peu à côté si vous voulez discuter un peu plus personnellement. Puis ensuite, si certains veulent, vous pourrez passer sur le stand de l'Université de Lyon. N'hésitez pas. Merci beaucoup.